la retraite anticipée très tôt, le général arborait fièrement ses décorations. Chaque circonstance où il paraissait en public s'avérait une bonne occasion de sortir la panoplie que l'État, la patrie et parfois même une nation étrangère lui avait octroyée pour sa bravoure, sa fougue, son absence de sentiment, son intransigeante volonté. Il vint un temps où chaque parcelle visible du devant de sa veste d'apparat fut remplie de cliquetants médaillons, de polychromes rubans. Plus moyen d'ajouter quoi que ce soit. Et pas question, bien entendu, d'en accrocher dans le dos. C'eût été injurieux. Comme s'il était décoré en train de fuir. Impensable, inconcevable, inacceptable. Lorsque le Vatican lui annonça qu'il devenait titulaire de la plus grande distinction en vertu de la défense constante qu'il avait prise de la civilisation chrétienne, il eut un choc. Refuser n'était évidemment pas à l'ordre du jour. Enlever un ancien trophée n'avait guère plus de sens. Dilemme, doute, tergiversation. Au terme de plusieurs semaines de cogitation intense, il résolut le problème. Il prit son pistolet de service et se tira une balle dans la tempe. Sur un cercueil, il y a place pour une décoration posthume. Chat. Elle avait apposé sur la vitre de son salon, celle qui donne sur la rue, une petite plaque émaillée en blanc avec des caractères imprimés noirs. On y lisait ceci: chat lunatique. De là à l'imaginer en train de jouer avec son félin de compagnie, de créer des rêves de velours et de caresses, des acrobaties de ronronnement, des combats à griffes feutrées, des miaulements de plaisir. Tentation de s'approcher, de s'arrêter, de se poster devant la fenêtre afin de partager des joies de poète. L'épaisseur du rideau empêche tout regard de passer au-delà des mots. Carte postale. Les lentilles d'eau empêchent toute transparence à la surface. La journée est azuréenne et les amoureux heureux. Sur le canal, un ex-canal désaffecté, réaffecté précisément aux couples en désir de baiser et aux pêcheurs de carpes à épuisette, sur le canal, un canard s'aventure soudain. Le bruit ébroué de ses ailes met en sursaut les somnolents, les patients, les caressants du lieu. Sans gêne, l'animal sinue vers l'écluse, injurie le calme, détricote le soleil reflété, transgresse la sérénité et l'harmonie du moment. Qui lui en tiendrait rigueur? Chacun le sait. Le bruit qu'il provoque est celui de sa solitude. Et enfin, membre. On dit main douce, pied marin, main baladeuse, pied léger, main de fer, pied d'argile. Pourquoi pas pied barbare? Il y aurait là une logique à appliquer. L'expression s'associerait à merveille
aux marches des militaires en campagne d'invasion, aux coups donnés par des extrémistes à l'adversaire poussé dans le caniveau, aux cadres écrasés par la prétention arriviste de collègues, aux crocs-en-jambes monnayés par certains sportifs chez qui la compétition a tétanisé la morale. Ne pas oublier, en définitive, que les vers se comptent en pieds, ce qui permet de danser sur leur musique, surtout quand ils sont sauvages. Merci Isabelle Figuet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cher Michel Voiturier, je crois que ce n'est pas habituel que l'éditeur présente l'auteur. C'est une question de corruption, je crois, entre nous. Donc je ne poserai pas des questions influençantes. Je vais vous poser des questions générales. Vous écrivez depuis combien de temps? Non, c'est bon. Ça fait, on ne les compte plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des auteurs qui comptent leur livre. C'est mon 49e. Bon, c'est très drôle. Michel Voiturier, quand on peut se tutoyer, on changera en sous-titre, tu mets des vous. Bon. Quand tu m'as envoyé ce manuscrit il y a une bonne année, j'ai été très touché d'abord, parce qu'on se connaît depuis un moment, mais on n'avait jamais parlé de ce type de relation. Et tu m'as envoyé ce manuscrit, il m'a tout de suite très touché, intéressé, il m'a fait rire. Puis je pense de plus en plus que nous sommes dans une époque où la moelle épinière se développe beaucoup plus vite que le cortex. Et donc, par exemple, mi-fable, mi-raison, c'est le programme du gouvernement. Hein, bon, dans les démocraties, évidemment, sinon c'est pire. Et je me souviens de celui qui disait « La perte de raison ne pose problème qu'à ceux qui sont déraisonnables ». Et donc, quand il m'a envoyé ça, j'ai trouvé et ta causticité et ton humour. Alors on va ajouter tendresse, non, je ne veux surtout pas utiliser ce mot-là en présentation d'un livre, mais une fraternité par rapport aux hommes, avec les hommes. Et aussi quelque chose qui est relié à ta pratique artistique, c'est le regard critique, et sur le monde, mais aussi sur les œuvres des hommes et des femmes, évidemment. Quand tu m'as envoyé ce manuscrit, on est tout de suite tombé d'accord. 2-3 petits points, et on a réglé ça assez facilement. On était d'accord sur le principe même du livre. Quand tu as écrit ces microfictions, puisque ce terme revient régulièrement, chez vous, chez moi, chez d'autres écrivains, ces microfictions de Daniel Fano, Régis Jouffret, il y a plein de microfictions. Ces microfictions, tu les écris en continu, ou bien c'est un peu ton journal de bord? Oui, on pourrait dire que c'est une espèce de journal dans la mesure où ce sont des petites choses qui se passent dans la vie, ou qui se passent dans, je sais pas, une lecture, la vision d'un film, ou quelque chose comme ça, qui déclenche l'envie de raconter une petite histoire. Donc ce n'est pas en continu, c'est comme ça, plic-ploc, dans une journée ou dans une semaine, des éléments qui arrivent, que j'accumule page après page, et puis après je sélectionne un peu celles qui me paraissent les plus intéressantes à transmettre à un lecteur éventuel. Mais c'est vraiment comme ça vient, quoi. Ça peut être, parfois c'est un tableau qui m'inspire quelque chose, parfois c'est un petit incident que je viens de vivre, parfois c'est quelque chose qu'on vient de me raconter, et c'est chaque fois une source différente. Mais pourquoi le mode de la microfiction? Pas d'un récit, ça va de quelques lignes à 2 pages maximum. Son livre, 146 pages de pharmacie, il y a une petite centaine de textes. Pourquoi ce format de microfiction, qui sont des récits un peu en rétention, ou des formes presque proverbiales sur le monde, en tout cas un regard qui est lié à l'histoire des hommes? Pourquoi pas le poème, par exemple? Oui, mais pour le poème, j'ai déjà donné, si je peux dire, et je donnerai encore, puisque j'en écris, mais j'ai trouvé que c'était un genre intéressant, parce qu'il a un côté narratif, et donc
on sait bien que les lecteurs ou les gens en général aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, ce sont des petites histoires, comme ce sont un peu des fables. On a un peu pensé à ça à certains moments, des fables où il n'y aurait pas vraiment de moralité à la fin. Où chacun trouve la sienne. Ça, c'est un peu vite dit, hein. C'est pour contenter tout le monde. Mais en fait, tu prends position dans chaque texte. D'abord, écrire cette prise de position. Oui, il y a une prise de oui. il y a une prise de position, mais la morale n'est pas donnée, en fait. Non, on va dire gentiment qu'elle est suggérée. En fait, elle est lisible dans la trame du récit et je dirais dans la vitesse du récit. Oui, aussi. Ouais. Je pense que chaque lecteur peut à ce moment-là faire sa petite conclusion à lui. Hein, quand C'est gentil, là, hein. Sa petite conclusion à lui. Sa grande conclusion, s'il a été fortement ému, hein, quand La Fontaine dit « rien ne sert de courir, il faut partir à point », bon, c'est dit, point. On dit que là... Il y a un texte qui est dédié à Jean-Pierre Point. Oui, il y a Oui, un texte qui est dédié à Jean-Pierre Point. C'est pas le texte qui est fini, mais si vous ne connaissez pas Jean-Pierre Point... Artiste, sérigraphe, oui. Grand artiste. Et photographe qui a fait toute une carrière un peu en sous-main, si je puis dire, parce qu'il ne s'est jamais mis en valeur et qui avait notamment comme procédé de prendre des photos et de transformer ces photos en une espèce de pixels. Et il faisait des sérigraphies qui ont été exposées à Liège dans les années 80 et qui ont été à ce moment-là très, très, très remarquées. Ouais. C'est l'heure de passer la parole. Attends, il gère les minutes, je sais que j'ai droit à un certain nombre de mots, en fait c'est très stressant. Oui, je veux simplement terminer cette micro-réflexion. Donc, aujourd'hui, quand on parle de fable et de raison, ni fable ni raison, quand on parle de regard critique, etc., il te semble que l'écriture, la littérature, a encore la possibilité d'avoir une audience, non pas une audience, mais un regard critique sur la société, puisque nous savons que le grand mouvement grégaire s'accélère, je dirais, sans nous en extraire même. Hein. Oui, je pense qu'on a des choses à dire, des choses à suggérer et peut-être à partager. Et je pense que c'est ça. Ça, c'est un mot à la mode. Oui, mais je... Et bienveillant aussi. Oui. Non, on se comprend. On se comprend. Merci, Michel. Merci. Désir. L'oiseau lorgne la cerise depuis un déjà long moment. La dernière qui reste sur l'arbre. Entre lui et sa convoitise, un épouvantail, qui aurait pu être un humain en dépit de son immobilité. La cerise est d'un rouge palpitant, à point pour le bec, tentatrice. Il faut se décider, oser, voler. Le temps défile. L'oiseau demeure entre son désir et sa peur. Dès le soleil couché, il sera trop tard. C'est l'évidence. Se lève une bourrasque. Elle secoue la branche et tombe la cerise, disparue au sein d'un massif en pleine floraison. Invisible et présente, inaccessible et toujours aussi rouge. Photographie. Chaque nouvelle visite que vous rendez à ce jeune couple vous permet d'admirer, accrochés au mur, ceux du salon, du couloir, des paliers, des chambres à coucher, de la cuisine, des toilettes, de récentes photos. Il y avait celles du mariage, des parents, des beaux-parents, des frères, des sœurs. Il y aura celles des beaux-frères, des belles-sœurs, des neveux, des filleuls, des cousins. Sur les parois internes de l'habitation,
rien d'autre. Ni tableau, ni gravure, ni miroir, ni crucifix. Uniquement, seulement, cet étalage hyper réaliste des branches les plus proches de l'arbre généalogique auquel tous deux appartiennent. Jadis, on alignait ainsi ses aïeux, portraiturés par de célèbres, plus souvent de quelconques barbouilleurs de toile, signe de pérennité. Aujourd'hui, ayant quitté leur cocon d'adolescence pour tenter de fonder eux-mêmes une famille nouvelle, elle et lui conservent la nostalgie du temps où l'une, autant que l'un, vivait entourée de protections rassurantes. Indice de désarroi. Mont Noir. Soleil clair sur le Mont Noir. L'ombre de Yourcenar ne parvient pas à rendre moins gaie l'atmosphère. Les promeneurs se croisent dans le parc. Quelques écrivains aboient des vers, cependant que les oiseaux ont envie de chanter. La littérature a pris ces quartiers pour un week-end entier. La nature semble en suspens, même si sa présence s'affirme omni. Le papier des livres n'est-il pas lui aussi végétal? À propos, trouver une injure qui cloua sur place ce fat stupide. Il cherchait cela depuis que l'autre l'écrasait sous son arrogance, pour ne pas dire sous sa morgue. En vain. À l'instant où il eut l'inspiration, il s'approcha du prétentieux et l'appela par son nom. Merci beaucoup, Isabelle. Cher Michel, en te lisant au début, quand j'ai reçu son manuscrit, je me suis dit que tu étais plus balsacien que je l'imaginais. Je parle sérieusement. Dans ce qu'on vient d'entendre, par exemple, le premier texte, il y a des, à part le mot hyper réaliste, je dirais, il y a, je dirais, chez toi, probablement, une confiance dans l'avenir, dans la durée, dans tes textes, dans ascendant et descendant. C'est-à-dire non pas une dystopie du monde, mais une foi dans l'avenir. Ce n'est pas une question, c'est un échange, si tu veux, de réflexion. Mais c'est vrai que si on veut profiter de ce qu'on a d'existence, je pense qu'il faut croire en l'avenir, parce que si on ne va pas de l'avant, on reste dans une nostalgie, peut-être dans une sorte de désespérance aussi, qui fait que cette existence n'a plus les épices qu'elle devrait avoir pour qu'elle soit vraiment intéressante et pour qu'on puisse y agir dans cette vie-là. Et que la pression du monde se distend et ça devient la dépression du monde, quoi. Oui. C'est pas de moi ça. Hein. Peut-être pas aussi fort que ça, mais je dirais que dans chaque individu, à son niveau de petit humain perdu dans l'univers, on a des choses à ressentir, on a des choses à percevoir, à partager aussi et à créer. Donc, à ce petit niveau-là, je pense que nous pouvons faire des choses, chacun dans le domaine qui est le nôtre. Si je raconte des histoires comme ça, je pense effectivement pour appeler à une réflexion sur quelque chose ou à une petite réaction. Je reviens au mot fraternité. Hein. Oui. Ouais. La lecture, ma belle lecture, Isabelle, merci. Nous l'avons fait entendre, il y a une dramaturgie dans ces textes.
Il suffit de peu de choses pour que ça se mette en scène. Il y a des ellipses qui font que le bref nous permet d'imaginer aussi la durée, en contrepoint. Donc voilà, nous sommes au bout peut-être de nos minutes, non? Oh non, non, on peut encore y aller. Eh bien, alors, de quoi parlons maintenant? Une autre question, une autre réflexion que je souhaitais faire avec toi ici, c'était l'ordre. Un livre, c'est de mise de l'ordre, c'est une mise en ordre du désordre d'avant l'écriture, je dirais. Et donc, il y a chez toi, on a supprimé quelques textes, comme ça se fait toujours au moment d'une édition, mais il y a chez toi, pas beaucoup, nous étions d'accord, et c'était strictement des questions, je dirais, d'écriture, qui n'étaient pas assez, à notre sens, affûtées que celles des autres. Ou alors quand tu disais trop de mal de nos collègues, des choses comme ça, et ça nous avons retiré en pensant à cette séance, évidemment. Et tu te souviens de celle qui est capable. Et donc, cette mise en ordre, comment tu l'as organisée? Sachant qu'une centaine de textes, ça ne se jette pas comme ça, à pleine main, dans un document .docs. Oui, ben j'ai pensé à plusieurs solutions, évidemment, bien sûr, qui étaient liées à l'écriture, selon le type d'écriture, selon le type de chute qu'il y avait dans chaque histoire. Il y avait peut-être moyen d'agencer une structure qui soit... Oui, c'est ça, des séries? Ou des séries. Oui, quelque chose comme ça, oui. Voilà. Pas des chapitres, en tout cas. Non, sûrement pas des chapitres, mais parce que c'est plus des pièces de puzzle que le puzzle complet, finalement. Finalement, justement, j'ai simplement opté pour la formule la plus simple et la plus belle, peut-être, c'est l'ordre alphabétique. Vous vous souvenez de Georges Perec, Pensée classée? Pour vous dire, ça ne te dit rien? Je te le passerai. C'est, entre autres, comment classer sa bibliothèque. Il y a des milliers de façons, évidemment. Et ça, c'est une question essentielle. Comment j'organise, je mets de l'ordre dans les suites de textes qui sont venus en égrenant les jours. Donc ça m'intéresse assez fort. C'est une logique. Oui, c'est une logique qui permet aussi, je dirais encore plus qu'une autre logique, au lecteur, puisque ce sont des petites histoires, de commencer par celle qui le touche le premier, le mot qui est le titre de cette histoire-là. En le voyant, il peut aller à la page 50 pour commencer, ou plutôt à la page 1, et il peut voyager un peu à sa façon. Donc c'est une sorte de liberté aussi qui est donnée d'une certaine façon au lecteur. C'est ça. Nous sommes au temps des lectures? Pratiquement à 15 secondes. À 15 secondes, pas long. Je vais accueillir Isabelle. Archiviste. Envahir sa maison était son but ultime. Il avait commencé par accumuler dans le grenier ses souvenirs d'enfance et ceux que ses parents lui avaient laissés en héritage. Il entassa de la sorte un bric-à-brac fulgurant. Tout cependant était minutieusement rangé, catalogué, étiqueté, car le désordre l'indisposait. Le bonhomme était capable de retrouver à la seconde même la place de chaque objet où qu'il se trouvât. Il savait que lorsque chaque pièce du bâtiment serait pleine, ce serait le moment de sa propre fin. Avec lucidité, un beau jour, il cessa même d'envisager d'agrandir ce lieu de résidence où il espérait bien que l'entassement des choses finirait par l'enterrer vivant. Un jour, il accumula divers objets derrière la porte d'entrée. Plus question de sortir. Personne ne suit vraiment le fin mot de cette histoire. L'homme ne sortant plus, on l'oublia. Seuls demeuraient les bâtiments, qui se délabrèrent peu à peu. Jusqu'à cette nuit d'orage apocalyptique, où la foudre s'abattit plusieurs fois de suite sur le toit. Tout s'embrasa.
il ne demeura plus qu'un tas de cendres que le vent finit par disperser. Compétence. Au menu des livres, en avalanche, à ingurgiter sans tarder, une véritable indigestion. Mots et mots, encore et sans cesse. Des pleins et des vides, des jolis et des grossiers, des connus et des inventés. L'appétit n'y est pas. Trop de couvertures vulgaires, de noms surfaits, de titres alambiqués, de phrases fabriquées. De guerre lasse, il fut assez avisé pour se reconvertir de critique littéraire en producteur de papier mâché et recyclé. Vieillesse. Vieillesse. Quand on a du poil qui pousse dans les oreilles, c'est qu'on devient vieux. Qui donc avait prononcé cette phrase? Il ne parvenait pas à se le rappeler. Mais elle l'obsédait. Elle l'obsédait à tel point que le matin, et quelquefois même le soir, au moment de se mettre au lit, il examinait ses lobes avec une vigilance de détective. Il s'était acheté un miroir grossissant de façon à ne louper aucun millimètre carré de sa peau. Jour après jour, il se rassurait. Nulle pilosité n'apparaissait à l'oreille de son conduit auditif. Il était toujours jeune. Il ne s'apercevait point qu'au fur et à mesure que passaient les saisons, il devenait de plus en plus sourd. Voilà la fin de la troisième partie. Merci Isabelle. Je ne veux surtout pas employer le mot surréaliste qu'on colle quand on ne sait pas vraiment quoi dire pendant tout le temps. Mais ça me rappelle des lectures que je faisais quand j'étais un jeune homme dans les années 70. Je lisais beaucoup de littérature allemande, traduite évidemment. Et je pense à cette littérature de l'absurde en pensant aux deux Allemagnes, hein, le sauteur de mur de Peter Schneider, etc. L'homme qui mangeait ses armoires pour déménager à l'insu de tout le monde, etc., etc. Donc il y avait une sorte d'absurde, mais de réalisme de l'absurde. Regardez une chose longuement, elle deviendra belle, disait Paul Klee, et je dirais dans les pays communistes, on la regardait longuement, et elle devenait absurde et terrifique. Tu te sens proche de cette forme d'humour, de l'absurde. Je pense à Robert Pinget dans les années 60, que tu connais, c'est pour ça que je me permets. Tu te sens proche de cette tendance-là? Il y a un peu de ça, ce n'est pas, disons, quelque chose qui est un modèle unique. Non, bien sûr. C'est une des influences possibles aussi dans des écrivains qui ont fait de très petits récits. Je pense à Jacques Steinberg, qui a été un maître dans ce domaine-là, qui en 10-15 lignes réussissait à nous faire une petite fable de science-fiction ou de fantastique ou d'absurdité, justement. Et ça, ce sont des gens qui m'ont un peu nourri aussi. C'est ça. Oui, parce que finalement, bon, il y a plein d'absurdités dans notre vie, hein, et dans le monde dans lequel on est en train d'être, dans tous les domaines. Pardon, il y a une absurdité chez toi, dans tes textes, je veux dire, pas chez toi, parce que toi tu es un être joyeux, etc., donc je le pense. Hein, mais tu as aussi une activité, je voudrais bien la lier à ça, tu as une activité de critique importante, littéraire, dramatique, peinture contemporaine.
Est-ce que cet art de regarder, de ne pas recouvrir l'objet regardé du texte produit par cette œuvre, est-ce que c'est un mouvement qui t'habite tout le temps dans l'écriture et entre autres de ce type de... C'est-à-dire prendre la distance où à certains moments le regardeur, le spectateur, l'auteur disparaît un peu. Oui, c'est ça aussi, à force de regarder les choses, quand on regarde une page de livre en lisant une phrase aussi, mais un tableau, une scène qui se passe, n'importe quoi, c'est de le prendre comme il est, avec peut-être des formations qui viennent de ma formation initiale, qui est de démonter un peu la structure de la chose. Tu es très exigeant et tu connais syntaxe, grammaire, etc. Aucune ironie dans ce que je dis. Hein. Et tu peux très, très aimablement pointer ce qui se traîne. Voilà, je te passe. Oui, parce que c'est cette décomposition des choses et recomposition quelque part qui donne, je pense, le sens aussi aux choses. Si on se contente de les voir et peut-être d'avoir une émotion en les voyant ou en les manipulant ou en les utilisant, ça ne va pas, je pense, assez loin. Et ça se décompose avant d'être recomposé. Voilà, en quelque sorte, oui, parce qu'il ne faut pas les laisser, effectivement... dans un ordre, oui, voilà. effiloché. Et en refaire quelque chose qui peut avoir un sens malgré l'absurdité qu'il y a derrière. C'est ça, c'est ça. Il nous reste encore un peu de temps? Ouais, il nous reste 2 minutes. Oh, c'est plus quoi dire. Est-ce que vous avez une question, une remarque? N'hésitez pas. Je vous en prie. Il nous reste quand même... Oui, non. Peut-être Attendez, après Madame a levé la main. Alors, vous êtes... Peut-être après le dernier texte. Oui, non, tu perds encore un seul instant. Je voudrais... Oh non, je t'en prie, Isabelle, c'est 5 secondes. C'est 5 secondes. Michel, ce chantier de mi-fable, mi-raison, de fables, de textes, etc., donc tu disais c'est une forme de journal, tu disais vieillesse tout à l'heure. Oui. Tu es un de nos aînés, moi qui suis si jeune à côté de toi. Tu es un de nos aînés et tu as une énergie magnifique, hein, souhaitons. Est-ce que ces microfictions sont aussi une façon d'occuper par l'œil de la mouche, tu vois, par les multiples facettes, ton regard sur le monde en sachant que notre temps rétrécit, évidemment. Plutôt que t'engager dans... Tu as écrit 1000 choses, j'ai lu ton théâtre, etc. Plutôt que de t'engager dans des longs projets. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, mais je pense que aussi c'est vrai que l'écriture de textes courts, c'est une sorte d'assurance. On peut aller jusqu'au bout. Et on peut ça c'est intéressant. Assurance vie ou assurance décès, voter le texte court. Voilà, ça fait, je trouve là-dessus, le plus court étant finalement l'épitaphe qui sera sur le tombe à la fin. Vous voyez, il est tout le temps comme ça. Et ce sera l'occasion. Merci. Merci Michel. Exhibitionniste. Il avait toujours été exhibitionniste. Tout bébé, il courait d'une pièce à l'autre, hilar, après avoir arraché ses langes. Cela déclenchait d'énormes rires chez ses parents. Par contre, cela scandalisait sa tante Berthe, celle qui était demeurée célibataire, comme il était jadis d'usage dans pas mal de familles. Une femme restait au service du père et de la mère, des frères et des sœurs. Elle se dévouait à s'occuper des autres membres de la tribu sans qu'on ait besoin de l'intrusion d'une étrangère. À l'école primaire, il avait vite compris qu'il était préférable de ne pas se livrer à sa jouissance visuelle. La discipline était stricte. Les sanctions auraient plu très dru. Néanmoins, il avait bien failli céder à la tentation, par esprit de vengeance, contre un instituteur injuste, afin de l'accuser ultérieurement de pédophilie.
mais il avait préféré préserver ce qui était surtout un plaisir solitaire. Il se rattrapait en se dénudant le plus souvent possible devant des glaces de salle de bain, dans des chambres nanties d'une garde-robe avec miroir en pied, face à des psychés aux encadrements dorés. Quelquefois aussi, lorsqu'il était assuré qu'il n'y avait guère de risque, au-dessus d'une flaque d'eau, au bord d'un étang ou d'une fontaine, au moment où la lumière était douce et le soleil azuré. Il avait aussi tenté un rétroviseur, trop acrobatique. Plus il grandissait, plus il savait qu'il y avait danger. La suite. Page 65. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup.